Le manuel des samouraïs, le Hagakure, énonce: la guerriérité dépourvue de culture n'est pas la véritable guerriérité. La culture sans guerriérité n'est pas la véritable culture. Tout comme le yin est la racine du yang et le yang la racine du yin, la guerriérité repose sur la culture et la culture repose sur la guerriérité. L'archétype du guerrier n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie. Ce n'est qu'une identité, une étape sur le chemin de la maturité. Mais c'est l'étape la plus grande et la plus puissante. C'est le fondement sur lequel reposent toutes les étapes suivantes. Steven Pressfield, The Warrior Ethos. L'inter-règne. En sortir ne sera pas chose aisée. Nous devrons endurer cette transition pendant quelques générations. Les 5 à 10 prochaines décennies seront comme un no man's land, alors que nous passons de l'étalon fiat à l'étalon Bitcoin. Cet interrègne sera le moment le plus périlleux, car c'est la phase où deux systèmes de valeurs complètement antagonistes s'affrontent. À l'image du no man's land des guerres de tranchées, c'est une zone où aucun des deux systèmes de valeurs ne fonctionne bien. Le diagramme suivant pourrait aider à visualiser cela. Traverser cette période sera le test ultime. C'est la désintoxication brutale qu'un héroïnomane doit subir pour nettoyer son système. Voilà la description la plus appropriée de notre civilisation moderne. Un junkie attendant désespérément sa prochaine dose, terrifié à l'idée des symptômes du sevrage, en quête perpétuelle de dopamine, prisonnier d'une consommation ininterrompue, sans cesse occupé, mais vide de réflexion, détaché de la nature et de la réalité, ignorant, effrayé, perdu et nihiliste. Une société malade est le reflet parfait des individus maladifs qui la composent. Mais tout comme le corps du toxicomane porte encore du bon en lui, notre société, elle aussi, conserve en elle du bon. Il demeure des gens admirables et des points lumineux dans toute cette obscurité. Cette lumière est une lueur d'espoir tant pour le toxico que pour la civilisation junkie à laquelle il appartient. C'est cette lumière que nous devons reconnaître. À bien des égards, c'est ce que Satoshi représente. Est venu un individu qui a planté Bitcoin puis s'en est allé en le laissant faire son truc. Avance rapide, un peu plus d'une décennie s'est écoulée, et le voilà qui purge l'héroïne du système, réduisant sa puissance jour après jour jusqu'à nous libérer de l'emprise de cette drogue. La clé consistera alors à mettre en place de nouvelles habitudes, car comme le toxicomane, sauf à adopter un nouvel ensemble de comportements, nous pourrions bien sombrer dans nos vieilles dépendances ou trouver de nouvelles addictions. Bitcoin met le feu à l'héroïne de la planche à billets, mais il nous met face à la nécessité de trouver autre chose à faire. D'où le Bushido du Bitcoin. Si nous ne cultivons pas ces vertus, nous pourrions nous retrouver à chercher à combler le vide de l'héroïne avec une autre drogue, le transhumanisme, le métaverse ou une autre stupidité. Nous devons cultiver ces nouveaux comportements et codes, dès maintenant. Un guerrier dans un jardin. Le guerrier apporte ordre et paix par l'application d'une violence disciplinée lorsque cela est nécessaire. Et l'idéogramme chinois pour guerrier combine en réalité les symboles correspondant à arme et arrêté. La partie supérieure de cet idéogramme, qui représente une arme ou une lance, souligne l'aspect martial du guerrier et sa prédisposition au combat ou à défendre. Quant à la partie inférieure, elle signifie arrêter ou pied, symbolisant à la fois la cessation, mettre fin au conflit, et à la mobilité ou à l'ancrage d'un guerrier. Cela me rappelle une légende circulant sur Internet selon laquelle le mot anglais meek, humble, serait une traduction erronée du terme grec original praeus, utilisé dans la Bible, dont la véritable signification serait plutôt ceux qui possèdent des épées savent s'en servir, mais choisissent de les garder au fourreau. Que cette interprétation soit exacte ou non, l'analogie est saisissante. Ceux qui hériteront de la terre sont ceux qui sont préparés. Ils constituent le reste.
Cela fait bien sûr écho au proverbe latin « Si vis pacem para bellum ». Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Ce ne sont là que quelques-uns des parallèles profonds entre l'Orient et l'Occident que j'ai découverts en faisant des recherches pour ce livre. Noter de tels recoupements de principes et vertus au sein de cultures qui ont évolué indépendamment, sans le moindre contact, me convainc qu'il y a là des vérités profondes. Nous les explorerons au fil de notre progression. La citation d'ouverture de ce livre est « Mieux vaut être un guerrier dans un jardin que jardinier dans une guerre ». Cette maxime vous marque durablement. Elle cristallise l'importance d'une solide préparation, la disponibilité toute sereine de celui qui a maîtrisé son art et une approche de la vie fondée sur un travail de développement continu. Ces attributs font du guerrier l'archétype par excellence de l'homme. Il n'existe nul domaine où les enjeux sont plus élevés que dans la guerre. Voilà pourquoi nous nous intéressons naturellement à l'histoire et notamment aux récits de guerres historiques. Cela nous émeut. En y réfléchissant bien, qu'est-ce que l'histoire sinon une compilation d'histoires de guerre et de conflits, de la volonté et de la structure d'un homme opposée à celle d'un autre, de batailles avec leurs triomphes et leurs tragédies? Nos plus grandes histoires sont les batailles de Gaugamel, de Thermopyles, de Waterloo et de Sekigahara. Ce sont les luttes d'Edmond Dantès pour la liberté, de Tristan et Iseux pour l'amour. Ces affrontements impliquent toujours un certain degré de violence, laquelle fait partie de notre constitution psychobiologique. Elle nous émeut et réveille en nous un élément profond et primal. Nous nous sentons plus vivants face à la violence. Le conflit joue un rôle central dans la vie, et si les plus grandes batailles restent gravées dans les mémoires, c'est parce qu'elles appellent la part la plus profonde de nous-mêmes à se dresser pour nos convictions. L'aversion pour la guerre et le conflit constituent un angle mort majeur pour les libertariens. Bien que je comprenne leurs raisons, leur mépris pour la guerre, la violence et le conflit pourraient expliquer pourquoi leur philosophie est inconsciemment peu attirante pour beaucoup. La croissance et le conflit en action. Et fonctionner à partir d'un cadre philosophique constamment défensif est une posture défaitiste. C'est pourquoi ils sont et resteront toujours les grands perdants. Je dormirai quand je serai mort est peut-être la devise des jeunes et des insensés, mais il y a une vérité dans cette affirmation. Elle porte en elle la promesse de l'aventure et du conflit. Elle est empreinte de vie et de vitalité. La paix est un état faible, car elle ignore à la fois la nécessité de la guerre et les vertus que les guerriers doivent incarner. Au mieux, la paix est une période entre deux conflits. Au fond, c'est ce que nous expérimentons après la vie, c'est-à-dire dans l'au-delà. J'en suis même venu à croire que sans guerre, la paix n'a pas de sens. De la même manière, sans paix, la guerre non plus. Elles sont à jamais entrelacées comme le yin et les yang. La vie, la chimie, la physique exigent toutes de la tension et de la polarité pour exister. La vie elle-même est un flux constant, une bataille sans fin. C'est une lutte pour sortir du lit le matin, pour nourrir ses enfants, maintenir l'ordre dans sa maison, avancer dans sa carrière, bâtir sa richesse, avoir un impact. Le lion lutte pour attraper le cerf et le cerf lutte pour s'échapper. La nourriture dans votre assiette a dû lutter pour y arriver. Des milliards de spermatozoïdes ont été écartés et ont perdu la bataille de l'individuation pour qu'un seul triomphe et vous créez. Toute vie implique un conflit et parfois de véritables batailles. Nous devons le reconnaître. L'ignorer, c'est nier la réalité, ce qui ne mène qu'à la faiblesse, au vide et à la mort. C'est pourquoi il vaut mieux être un guerrier dans un jardin et paradoxalement aussi pourquoi seuls ceux qui sont préparés pour la guerre méritent la paix. Si vis pacem para bellum. La guerre nous trouve, qui que nous soyons et où que nous soyons. Si vous voulez la paix, vous feriez mieux de vous préparer à la guerre. La guerre nous renforce, et si nous ne l'affrontons pas, nous sommes relégués aux oubliettes de l'histoire. Nous avons le choix de tourner le dos, littéralement ou métaphoriquement, et de périr, ou de nous lever et de livrer combat. Au fil des millénaires, les grandes et nobles cultures ont toutes pris racine dans la guerre. Macédoniens, Romains, Huns, Mongols, Espagnols, Japonais ou Américains, toutes ces cultures ont cultivé la noblesse et le caractère à
travers les épreuves. Cette réalité échappe aux modernes, et par conséquent, la culture qui nous reste manque de quelque chose. Les samouraïs concevaient l'esprit de la guerre ou guerriérité comme un caractère unifié, à la fois culturel et martial, un peu comme le yin et le yang sont les pôles différenciés mais inséparables de la force unique de l'univers, le Tao. La sensibilité et l'efficacité de la nature humaine forment une qualité unique avec des distinctions culturelles et martiales. Thomas Clary, Training the Samurai Mind. Le manuel des samouraïs, le Hagakure, énonce: la guerriérité dépourvue de culture n'est pas la véritable guerriérité. La culture sans guerriérité n'est pas la véritable culture. Tout comme le yin est la racine du yang et le yang la racine du yin, la guerriérité repose sur la culture et la culture repose sur la guerriérité. La culture moderne s'est-elle dégradée parce que nous en avons oublié l'élément martial ? La vertu a-t-elle été perdue à cause d'une fausse paix que nous avons été conditionnés à considérer comme civilisée ? Nous sommes-nous leurrés en pensant qu'en abolissant la culture guerrière pour la remplacer par une culture confortable, de temps de paix, nous éliminerions la guerre ? Cela nous a-t-il en réalité rendus faibles, plus vulnérables à la servitude, et pire encore à des formes de guerre moins nobles ? Ce sont là des questions cruciales. La guerre moderne devient de plus en plus le domaine de joueurs de jeux vidéo manipulant des drones à distance sous les ordres de bureaucrates qui détournent l'argent des peuples qu'ils prétendent représenter. Hormis le fantassin courageux, prêt à patauger dans la boue et à accomplir ce qu'une machine ou un drone ne peut pas, la gloire ancienne du héros sur le champ de bataille a disparu. Achille ou Alexandre, menant leurs troupes de front, ne sont plus une réalité pratique. La guerre moderne est loin d'être noble. Et à cet égard, je peux assurément comprendre les libertariens. S'opposer à de tels actes de carnage bon marché et méprisables est légitime. Et puisqu'une grande partie de la guerre moderne a dégénéré de cette manière, il est naturel de s'y opposer par défaut. Peut-être vivons-nous une époque où les formes anciennes de noblesse guerrière, comme celle du Bushido, ne sont plus pratiques dans un sens purement physique. Et si c'est le cas, la question devient alors: comment pouvons-nous encore cultiver cet ethos guerrier autrement ? Ou trouver un conflit qui nous pousse à puiser au plus profond de nous-mêmes et à renouer avec cet élan vital ? Pouvons-nous développer cet ethos guerrier ailleurs et l'appliquer à d'autres domaines ? Nous explorerons cela et bien plus encore tout au long de ce livre. L'archétype du guerrier. Sous des conditions de paix, l'homme guerrier s'attaque lui-même. Friedrich Nietzsche, Le crépuscule des idoles. Carl Jung, l'élève le plus éminent de Freud et l'un des pères fondateurs de la psychologie moderne, a nommé la sagesse accumulée de l'humanité l'inconscient collectif. Il croyait qu'en tant qu'espèce, nous emmagasinons les connaissances de chaque génération dans cet inconscient collectif qui devient le logiciel avec lequel nous naissons tous. Stephen Pressfield, ancien membre du corps des marines des États-Unis et auteur militaire, le décrit comme notre paquet d'instincts et de connaissances préverbales. Jung a qualifié ces ensembles instinctifs d'archétypes, des personnifications mythiques ou plus grandes que nature, des étapes de maturation que nous traversons tous. Ces archétypes nous guident dans notre développement. Un nouvel archétype entrant en jeu à chaque étape de la vie pour la rendre plus naturelle et appropriée. Vous en connaissez peut-être certains. La jeunesse, l'amant, le vagabond, le bouffon, le roi ou la reine, le prince ou la princesse, le sage, le mystique, le monstre et bien sûr le guerrier. L'archétype du guerrier n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie, ce n'est qu'une identité, une étape sur le chemin de la maturité, mais c'est l'étape la plus grande et la plus puissante, c'est le fondement sur lequel reposent toutes les étapes suivantes. Stephen Pressfield, The Warrior Ethos. Les archétypes se rattachent au récit. Les histoires sont la manière dont nous sommes programmés pour apprendre.
C'est pourquoi des contes légendaires comme ceux du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, des 300 Spartiates de Thermopyle, de la conquête mondiale d'Alexandre le Grand ou des 47 Ronins du Japon, qu'importe leur part de vérité, ces contes résonnent inconsciemment en nous. Nous portons tous un guerrier en nous. Si nous parvenons à cultiver cette énergie, nous pouvons devenir des individus armés, des outils nécessaires pour instaurer l'ordre et rester forts face à la tyrannie et à la laideur. C'est le devoir du guerrier, que ce soit dans le jardin, sur le ring, sur le champ de bataille, à la maison ou au travail. C'est le devoir de tous ceux qui hériteront de la terre. Mais je pense qu'il y a un moment où les circonstances nous poussent à nous dire « il faut que je bâtisse quelque chose dans ma vie ». Et ces règles, aussi rigides et prescriptives soient-elles, elles vont m'aider à mettre en place des fondations. Et ça ne m'empêche pas d'être créatif. Ça ne m'empêche pas d'être unique dans mon expression de la vie. Ça va être un petit peu comme jouer du jazz ou jouer de la musique. Il y a une partition, un tempo, une portée, mais il y a de la place, il y a de l'espace pour l'improvisation. Mais si tu n'as pas de cadre, si tu joues pas dans le cadre de la mesure, il va rien se passer. It goes from music and turns into noise. Ouais, tu vas passer de la musique au bruit. Et c'est ça le truc, la tradition, c'est une très bonne analogie. La tradition te permet de créer de la musique parce qu'elle te donne un cadre et des limites. Alors que la liberté totale et le libéralisme débridé ne produit que du bruit, puisqu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas d'ancrage nulle part. C'est un bordel absolu. Bitcoin will win, in my opinion, economically. Bitcoin va l'emporter économiquement, mais nous aussi, il nous faut gagner culturellement pour que cette victoire ait du sens. Ça va être une période de conflit, comme tu dis, et dans ton livre, tu fais mention du terme interrègne. Cette phase transitoire, est-ce que tu peux l'expliquer? Yeah, so Oui. Donc, interregnum basically means period between. l'interrègne, c'est cette période entre deux règnes, entre deux rois, entre deux dirigeants. Et nous sommes dans cette période entre le fiat, paradigme fiat, et le paradigme Bitcoin. À un moment donné, on se retrouve dans un paradigme Bitcoin. Et là, on est entre les deux. And right now we are in the middle of both paradigms. We are in the middle of and it's not only the two different financial paradigms. C'est pas juste des paradigmes financiers, puisqu'ils sont associés à des paradigmes sociaux. On passe d'une culture plus libérale à une culture plus conservatrice. Donc, il y a ces différences, avec des différences sociopolitiques aussi, qui ont été largement évoquées dans le Sovereign Individual. On a parlé de l'évolution du retour sur la violence, de ce rapport des forces entre l'individu et le collectif. C'est la structure de la société tout entière qui change, qu'on ne peut plus extraire la richesse des gens aussi facilement. Et ça, c'est vraiment un impact important de Bitcoin. Donc, il y a tous ces changements gigantesques qui sont à l'œuvre. You said the magic word earlier is conflict. Et tu as énoncé ce mot magique, le conflit. Et là, c'est un point sur lequel je suis en désaccord avec pas mal de gens que je juge naïfs sur ce point, qui considèrent que l'accélération technologique va tout résoudre et que ça va nous conduire vers un monde sans conflit. Et ça, c'est complètement débile. Parce que on est tellement éloigné de cette réalité que ça en est presque... C'est pas drôle du tout. On va avoir beaucoup de conflits dans les 1 ou 2 décennies à venir, comme on n'en a jamais eu. Ça sera peut-être pas kinétique comme type de conflit, parce que le coût d'une telle guerre est trop élevé, mais ce sera sans doute un conflit intellectuel, culturel, économique, toutes ces sortes de conflits. Economic conflict, all these sort of conflicts. We are certainly far away from peace. On est très très loin de la paix. En plus, si longtemps qu'il y a des êtres humains sur la planète qui ont des préférences et des opinions différentes, il y aura du conflit. There's going to be conflict. Conflict is a standard. Le conflit, c'est le standard, c'est la norme. Si t'es pas équipé pour gérer le conflit, tu vas te faire écraser. I think of the warrior almost like the white blood cell. Je considère le guerrier presque comme les globules blancs dans le corps de l'être humain. Tu vois,
Les globules blancs, ils existent pour protéger le reste de l'organisme. Si t'as pas de globules blancs, tu vas crever rapidement. Donc le guerrier, c'est le système immunitaire de la société. Et il doit être dur, féroce, violent. Il doit être capable d'attaquer, de défendre, il doit pouvoir établir une frontière, une limite. Establish a border. And it does this through Et il le fait à travers l'application de la force. And discernment. Et le discernement. Exactement. Mais, tu vois, le discernement arrive après. Parce que, fondamentalement, la réalité, c'est que la guerre et les guerriers font cela à travers l'application de la force. Et si tu as le privilège d'appliquer la force, tu as la responsabilité de discerner. Et donc, comment développes-tu ce cadre moral pour l'application de la force? Voilà pourquoi les cultures du passé, les grandes cultures du passé, ont toujours développé un code de vertu pour leurs guerriers. C'est le Bushido, le code de la chevalerie dans l'Occident. Donc, quand je pense à l'archétype dans le monde moderne, c'est comme si on avait remplacé l'archétype du guerrier par l'archétype du soldat. Et la différence entre les deux est que le soldat est comme un descendant du guerrier, mais c'est plus quelqu'un qui suit les ordres simplement. Moi, il y a moins de capacité d'action, oui, moins de capacité d'action, c'est ça. less agency. Agency is probably the better word, exactly. Et donc là où le guerrier est une personne dotée d'une grande capacité d'action qui choisit, Whereas a soldier is lower agency who is told, right? le soldat a une moins grande capacité d'action et il suit les ordres. Et on a fait un peu l'amalgame dans les temps modernes. Et c'est une confusion. Conflation. There's definitely a relationship That's right, between them, yeah. but it's not 100% accurate. Il y a clairement une relation entre les deux, mais voilà.